vanille et lavande de Downy Simple Plaisir. Un homme pleure la mort de sa sœur, victime d'une terrible collision frontale. Monsieur l'agent. Mais il donne peu de détails aux enquêteurs au sujet du conducteur qui a causé l'accident et qui a fui. Le passager a subi une blessure au genou gauche. D'après moi, c'est de là que ça vient. Puis, une querelle de ménage dégénère en tragédie. Cette fois, un homme veuf risque une inculpation d'homicide. Et un conducteur perd mystérieusement la maîtrise de son poids lourd et percute 3 voitures. Les enquêteurs pourront-ils trouver la cause de ces événements tragiques et identifier les coupables? Chaque année, les collisions de la route tuent 3000 Canadiens et elles font 200 000 blessés. Mais un accident n'arrive pas comme ça. Chacune de ces collisions est aussi unique que les victimes. Rusty Haight est un expert en reconstitution d'accidents. Il montre aux enquêteurs partout dans le monde comment décoder les indices et résoudre les énigmes. Parfois, l'avant du véhicule se soulève. Je ne sais pas pourquoi ça s'est produit. Je vais consulter les données et la vidéo et on va trouver la réponse. Mais pour l'instant, c'est plutôt intéressant. Une collision frontale à 65 km/h peut vous sembler un peu dingue, mais cela fait partie de mon travail. On a de bonnes raisons pour procéder à ce genre d'essai. On en apprend beaucoup sur la dynamique des collisions et les risques de blessures. On roulait à 65 km/h, imaginez à 110. Peut-on sortir indemne d'une telle collision? C'est ce que les enquêteurs du Maryland veulent savoir. Une soirée paisible dans une banlieue du Maryland. Soudain, on entend le bruit d'une violente collision. 2 voitures entrent en collision à une intersection très passante. Dans chaque voiture, les secouristes trouvent une victime décédée. Les premiers policiers qui interviennent interrogent l'unique témoin et ils appellent l'enquêteur d'accident, Gary Lewis. Gary doit répondre aux questions difficiles. Comment la collision s'est-elle produite? Et qui, s'il y a lieu, en est responsable? Il évalue d'abord les dommages au véhicule conduit par Ken Jones, qui était âgé de 28 ans. Ma première impression en arrivant sur le lieu de l'accident, c'est que l'impact a été très violent. Les 2 véhicules ont subi de lourds dommages. L'un des véhicules se trouvait au sud-ouest de l'intersection, à environ 15 mètres de la chaussée. L'autre était, je crois, à 75 mètres au sud de l'intersection. Après l'impact, il a basculé et il a fait quelques tonneaux. Il était endommagé à peu près partout. Le conducteur de ce véhicule a manifestement subi un traumatisme crânien. Il a eu le thorax déformé. Cette personne portait sa ceinture de sécurité, mais à cause de la manière dont l'accident s'est produit et des forces en jeu lors de la collision, la ceinture n'a pu lui éviter des blessures qui lui ont été fatales. Gary Lewis découvre la même scène horrible dans la seconde voiture. Une jeune femme, Sarah Hunt, a plongé en sous-marin. C'est un terme que les enquêteurs utilisent lorsqu'un passager non attaché a glissé sous le sac gonflable pour ensuite frapper le tableau de bord. Il y a beaucoup d'enflure dans le cerveau à cause des lésions aux petits nerfs et aux vaisseaux sanguins. L'enflure ou l'édème à l'intérieur du cerveau peut augmenter la pression intracrânienne au point d'empêcher le cœur d'acheminer suffisamment de sang au cerveau. Quand cela se produit, le cerveau finit par mourir. Il n'est pas rare de voir un passager non attaché plonger en sous-marin lors d'une collision frontale. Mais il est étonnant de trouver le reste de la voiture complètement vide. Selon Gary Lewis, le conducteur a quitté les lieux et il a sans doute besoin de soins médicaux. Le temps presse. Gary est confronté à une tâche très difficile ce soir. Il y a des traces de pneus, des empreintes, des indices sur la chaussée et sur les véhicules. Et des personnes auraient quitté d'elles-mêmes le lieu de l'accident. Mais il cherche au moins un conducteur. La soirée s'annonce intéressante. Le fait qu'une personne soit sortie d'elle-même de l'un de ces véhicules confirme l'efficacité des systèmes de sécurité. La tôle qui s'écrase et absorbe l'énergie pour protéger les occupants, les sacs gonflables, les ceintures de sécurité qui évitent les blessures pour qu'on s'en sorte indemne. Une composante importante de la sécurité des automobiles.
Tandis que Gary Lewis poursuit son enquête, à quelques rues de là, un de ses collègues Monsieur l'agent. voit un homme qui titube dans un stationnement. Oui, je viens d'avoir un accident. Jason Hunt dit au policier de l'autopatrouille qu'il était passager dans une voiture en compagnie de sa sœur et de son ami David quand ils ont eu un accident. Il était tellement... il vit sa crise d'enfant de 2 ans. Tout est... Faut-il appeler une ambulance? Oui. Après l'impact, il a repris conscience et a constaté que le conducteur, David, n'était plus là et que sa sœur était blessée. La cause de la collision reste un mystère, mais on sait pourquoi Jason Hunt a survécu. Il portait sa ceinture de sécurité. Il n'est pas étonnant de survivre à une telle collision, malgré la vitesse. Ce n'est pas la vitesse qui tue, c'est l'arrêt brusque. Comme ce qu'on observe ici. L'œuf s'est arrêté très brusquement, très brutalement. Cet œuf ne s'est pas arrêté aussi brusquement. La vitesse était la même, mais le temps d'arrêt a été plus long. Voilà l'explication. Comment peut-on comparer l'atterrissage d'un œuf dans un oreiller à un accident d'automobile? Lors d'une collision, on bénéficie des ondes de froissement. Les voitures s'écrasent et se compriment et cela prend du temps. Quelques millisecondes en tout. Mais lors d'une collision bien réelle, c'est long. Et on peut rallonger ce temps grâce aux ceintures de sécurité. Quand la ceinture se tend, on poursuit un peu son mouvement vers l'avant. Le sac gonflable entre alors en jeu. En conjuguant tous ces éléments, on gagne du temps. On protège l'œuf. Où est-ce arrivé? C'est juste là. Même s'il n'a subi que des blessures légères, Jason prétend avoir peu de souvenirs de l'accident et le conducteur, David, est introuvable. Heureusement pour les enquêteurs, un témoin accepte de parler à la police. Gary Lewis combine les déclarations du témoin et les indices recueillis sur les lieux. Et il peut reconstituer la séquence des événements ayant mené à la collision fatale. C'est tout un gâchis. Qu'est-ce qui s'est passé? D'après la déclaration du témoin et les indices trouvés sur place jusqu'ici, un véhicule roulant dans cette direction a entrepris un virage à gauche dans une rue transversale et il a été heurté par une voiture qui venait en sens inverse. Sous l'impact, la voiture qui a été frappée a été projetée à plus de 60 mètres de l'intersection. Le véhicule qui l'a frappé a abouti ici, au bord du trottoir. On a 2 morts, une voiture qui a capoté, beaucoup de marques de pneus, d'empreintes et d'indices à examiner, et l'autre voiture fracassée là-bas près du trottoir. Beaucoup de travail ce soir. La nuit va être longue. L'enquêteur d'accident Gary Lewis est sur les lieux d'une grave collision qui s'étend sur une 60aine de mètres dans une banlieue du Maryland. Il y a 2 voitures et un mort dans chacune d'elles. L'un des conducteurs est dans son véhicule et l'autre a disparu. Pour le retrouver, la police ne peut compter que sur Jason Hunt, qui a perdu sa sœur dans l'accident. Alors, je vais appuyer légèrement ici et vous me direz si ça fait mal. Un de mes collègues est allé à l'hôpital où on a conduit un suspect relié au lieu de l'accident. L'homme a dit qu'il a eu un accident, mais qu'il n'était pas au volant. Vous avez eu un accident de voiture? Oui. Bien. Vous étiez au volant? Non. D'accord. Il a dit aux policiers qu'il était assis à droite, sur la banquette arrière, et qu'il portait sa ceinture de sécurité lors de l'accident. En fait, le policier a regardé cette personne et il a vu la marque laissée par la ceinture. Or, cette marque allait de l'épaule gauche vers la droite de l'abdomen, ce qui ne correspond pas à la ceinture du côté passager. Très bien. Vous avez été un peu secoué. Vous vous en tirez plutôt bien. Le policier a aussi remarqué que cette personne avait des ecchymoses au genou et que son jean était déchiré ou râpé. Il y avait une trace d'abrasion sur son jean et l'homme se plaignait d'ecchymoses et de douleurs au genou. Il avait aussi des blessures au dos de la main, du genre de celles qu'on subit lorsqu'une vitre vole en éclats au moment d'un accident, quand le verre se fracasse en 1000 petits morceaux. Qu'avez-vous fait? Comment est-ce arrivé? J'ai donné un coup dans la vitre. C'est vrai? Dans l'auto? Ouais. Les enquêteurs comptent sur le témoignage personnel de Jason Hunt à la suite de la collision qui a tué sa sœur, Sarah, et Ken Jones, âgé de 28 ans. Mais quand sa version des faits contredit les indices découverts sur le lieu de l'accident, Jason Hunt attire involontairement l'attention sur lui-même.
Quand ils ont un accident, les gens inventent une foule d'excuses ridicules, surtout pour éviter d'être pris en faute. Pour se disculper, il leur vient les idées les plus farfelues. Par exemple, donner un coup dans la vitre d'une voiture ne sert à rien. On se fait mal à la main, mais ça ne donne rien. Par conséquent, une personne qui a voulu s'échapper ou qui prétend avoir frappé la vitre pour dégager une victime n'arrive à rien. Un sac gonflable doit frapper le pare-brise avec beaucoup de force pour le fendre et on ne peut pas y parvenir avec la main. Il faut beaucoup de force pour briser une vitre latérale. Dans les films, les acteurs cassent la vitre d'un coup de coude. Mais pas dans la vie. La voiture va nous fournir les indices. La voiture n'a rien à gagner dans cette bataille. Les gens, oui. Même s'il doute des explications de Jason Hunt à propos de ses blessures, Gary Lewis n'a pas le choix. Il faut continuer à chercher le conducteur disparu. Les policiers s'en occupent. Entre-temps, Gary Lewis examine la voiture et les systèmes de sécurité qui ont sauvé la vie de Jason Hunt. Ce qu'il trouve risque de miner encore plus la crédibilité de Jason Hunt. Le passager a d'abord dit qu'il se trouvait à droite, sur la banquette arrière. Rien n'indique que cette ceinture de sécurité ait servi lors de cet accident. Mais le passager avait une marque à la poitrine. Et cette marque correspond à la ceinture du côté du conducteur et non à celle du passager. Bon, on examine ensuite la banquette arrière à gauche. La ceinture est complètement rétractée dans l'enrouleur. En fait, elle est enfouie derrière le coussin de la banquette. Et rien n'indique qu'elle ait servi lors de l'accident. Puis on examine le siège avant. On voit que la ceinture a probablement servi lors de l'accident. Elle s'est bloquée à cause d'un impact, ce qui est compatible avec une collision frontale. L'examen plus poussé de la voiture érode de plus en plus l'alibi bien élaboré par Jason Hunt. Le passager a subi une blessure au genou gauche lors de l'accident. Le genou gauche de son jean portait lui aussi des traces d'abrasion. D'après moi, c'est de là que ça vient. Je vais enlever le tableau de bord et le faire analyser au laboratoire pour voir si on y trouve des fibres provenant de son pantalon et ainsi, on pourra faire le lien entre la blessure et cette marque dans le véhicule. Dans la salle d'examen à l'hôpital, Jason Hunt se soumet à un éthylotest. L'accident a eu lieu il y a plus de 2 heures et le résultat de 0,11 est bien supérieur à 0,08, la limite légale. Pour Gary Lewis, c'est le dernier morceau du casse-tête. La preuve matérielle identifie clairement le conducteur lors de la collision. Jason Hunt. Les blessures d'éclat de verre au dos de la main, les données sur la ceinture de sécurité et les fibres de son jean dans le tableau de bord confirment sans équivoque que Jason Hunt était au volant. Le taux d'alcool émis serait le motif probable de sa fuite. Il est maintenant évident que l'histoire de Jason Hunt au sujet de David était une pure invention, une ruse pour écarter les soupçons. D'après mon expérience, la plupart des gens qui quittent le lieu d'un accident ont un mobile pour agir ainsi. Le conducteur devait s'enfuir. Il ne voulait pas parler à la police, il était ivre, il n'avait plus le droit de conduire ou il était recherché pour un délit quelconque. Il avait peut-être commis un autre crime sans qu'on ne le sache encore et il voulait fuir. Il ne voulait certainement pas parler à la police ou rester sur les lieux pour assumer la responsabilité de ce qu'il avait fait. Une question clé demeure. Quel conducteur est fautif? À part le taux d'alcool émis de Jason Hunt, Gary Lewis doit déterminer pourquoi les voitures sont entrées en collision. Pour cela, il examine le module de contrôle du sac gonflable de la voiture de Jason Hunt. Les données recueillies lors de l'accident vont révéler sa vitesse d'arrivée à l'intersection. L'analyse de Gary et les données du module de contrôle du sac gonflable indiquent environ 108 km à l'heure pour la voiture qui est arrivée en ligne droite. Celle qui verrait à gauche s'est fait voler du temps. Voilà le sens des kilomètres à l'heure, des mètres à la seconde. Quoi qu'on fasse, on parle de distance et de temps. Quand on va plus vite, on vole du temps à quelqu'un. On sait que le point d'impact est ici, c'est un point donné. Et on sait qu'on va rouler à 108 km à l'heure sur une distance donnée. Si on avait roulé à 90 km à l'heure depuis le même point de départ, il n'y aurait pas eu d'impact. On aurait évité la collision. Alors, un excès de vitesse, les facultés un peu affaiblies, et on vient de priver quelqu'un des précieuses secondes nécessaires pour libérer l'intersection. Les indices sur la chaussée et le module de contrôle du sac gonflable indiquent clairement que Jason Hunt roulait trop vite pour permettre à Ken Jones de l'éviter.
Si Jason avait respecté la vitesse permise à l'intersection, la soirée se serait terminée tout autrement. À peine 24 heures après la collision fatale, Gary Lewis peut enfin dire exactement comment l'accident s'est produit. Jason Hunt roule trop vite vers le sud à l'approche d'un feu rouge. Alors que le feu tourne au vert, Ken Jones entreprend un